On va continuer sur le sujet. Je voulais juste, refaire un petit débrief rapide avant que Théo, vous, présente des chiffres plus approfondis, notamment sur l'analyse on-chain pour voir où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Je refais un débrief en quelques minutes parce que souvent je vous redis un peu la même chose, mais il y a pas mal de nouveaux et je pense que c'est important d'avoir vraiment les idées au clair là-dessus. On était dans un canal haussier sur la dominance du bitcoin. Là, c'est la dominance du bitcoin en pourcentage en weekly. On a eu un rejet, un retest et un rejet de ce canal en fait haussier. Il y aurait eu peut-être une probabilité, c'était ce que vous avez dit sur la fin de l'année 2024, que peut-être sur le mois de janvier, si le Bitcoin était encore très très fort, qu'on puisse peut-être réintégrer ce range-là. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. J'ai l'impression qu'on est plutôt en train de consolider et d'avoir une confirmation de la continuation de la tendance en fait baissière sur la dominance. Et ça, c'est extrêmement bullish pour les altcoins et notamment peut-être certains projets que vous pourriez avoir en portefeuille. Par contre, le Bitcoin reste encore très, très fort, hein. On voit qu'on est en train de latéraliser. Là, si je zoome encore un petit peu plus pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Hop. Voilà, on est en train de latéraliser, en fait, depuis maintenant, plusieurs semaines, plusieurs mois, entre les, 108 000 et puis on est venu chercher les 89 000 là, dernièrement, pour ensuite repartir à la hausse. Là, on est à presque 102 000, aujourd'hui. Il faudra voir. Moi, je pense que d'ici, fin janvier, début février, on va redépasser la TH pour le bitcoin. L'Ether va s'accélérer et c'est souvent, fin janvier, début février où on a une vraie belle augmentation sur l'Ether jusqu'au mois de mai pour ensuite avoir, au mois de mai, entre le mois de mai, enfin toute la période estivale en fait, mai, juin, juillet et peut-être août, une correction sur les alts, sur le bitcoin, sur l'Ether et puis pour peut-être après continuer sur une fin d'année. Donc ça, il faudra voir un peu comment ça va se passer. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur d'une fin de cycle, d'un bear market, comme ce qu'on pouvait entendre parler sur Internet, quoi. Et tous les indicateurs que l'on suit et qu'on vous présente aussi sur la chaîne YouTube, il n'y en a aucun qui nous présentait un scénario sur lequel, ah bah tiens, oui, on part en bear market, quoi. On était plus sur un scénario de, on va dire, de surchauffe momentanée et il y en avait vraiment besoin, quoi. À un moment donné, c'était clairement n'importe quoi. Concernant l'Ether, on est venu taper 3 fois la résistance des 4000 balles. Moi, je pense que la quatrième sera la bonne. En tout cas, j'espère qu'on vienne aller briser cette résistance des 4000, qu'on vienne ensuite consolider, aller chercher l'ATH du cycle précédent pour après voilà, avoir un breakout, un retest et puis aller partir sur la phase parabolique. On a eu, ça pareil, ça fait des mois qu'on vous prépare à ça, de cette zone de support. Vous verrez, je crois que c'est depuis fin 2023, début 2024 quand même, qu'on avait tracé cette zone de support. Et je vous avais dit que si le Bitcoin restait encore aussi fort, on pouvait avoir un test en fait de cette zone de support ici. Et on y est presque, là, vraiment. Je pense qu'on va aller les toucher entre les 11-10% à peu près de dominance de l'Ether sur le marché, parce que l'Ether a sous-performé pour l'instant quand même de manière assez importante le Bitcoin. Là, vous le voyez en termes de dominance, mais pareil, hein, là, en termes de performance, je vous ai mis l'Ether par rapport au Bitcoin en weekly. Je vous ai mis cette zone de support. Si le Bitcoin repart en avant, repart sur, enfin, l'idée vraiment le marché et regagne en dominance, forcément, on peut aller très bien toucher cette zone de support ici. On verra, peut-être qu'on a déjà atteint un bottom. Il y en a qui disent que c'est un double bottom en daily, on verra. Là, je suis en weekly, il faudrait regarder en daily, peut-être qu'on a atteint un double bottom, ou peut-être qu'on va aller chercher un petit peu plus bas. Dans tous les cas, voilà, avoir de l'Ether aujourd'hui, ou même de switcher une partie des BTC pour acheter de l'Ether, je ne pense pas personnellement que ce soit un mauvais move pour les mois qui arrivent. Parce qu'en général, un Ether a tendance à surperformer à peu près sur un cycle complet le Bitcoin de 2 ou 3 fois, quoi. C'est à peu près ce qu'on observe. Sinon, si vous regardez le total market cap en excluant le Bitcoin, bon, ben, on est toujours en train de latéraliser en fait entre l'ATH du cycle précédent et puis ce genre de niveau, donc les 1,3 trillions. Si on prend le total market cap en excluant le Bitcoin et l'Ether, c'est exactement la même chose. Vous voyez, hein, on est en train de latéraliser tout simplement. Et puis si on prend le top market cap, donc on prend le market cap crypto, mais on exclut le top 10. Donc là, a priori, il y a peut-être vos altcoins que vous avez en portefeuille. Là, pareil, c'est la même conformation. Et tout ça, ça va être l'idée par rapport à ce que va faire le Bitcoin et également aussi l'Ether. Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des très belles perfs sur les alts si le Bitcoin n'a pas de belles perfs et surtout si l'Ether n'a pas de belles perfs. Pour l'instant, l'Ether est encore à presque 40% en dessous de son ATH du cycle précédent. Mais historiquement parlant, c'est ce qu'on a connu. Si vous regardez bien, je vais vous remontrer, je le montre systématiquement, mais avoir une perspective sur le sujet, je pense que c'est important. Si vous prenez le 11 janvier, l'Ether, il était à 900 balles, alors que sur le cycle précédent, en 2017, il était à 1400. On était encore à 30-40% en dessous de l'ATH
vers le 11 janvier, quoi. Et ensuite, de janvier, mi-janvier jusqu'au mois de mai, on est passé de 900 balles à 3800, 3900, 4000. On a eu une mèche à 4000. Ensuite, au mois de mai, on a eu une correction. Et ensuite, on est venu réaccélérer sur la fin d'année, novembre 2021, à l'ATH 4800, 4900. Ça a été un cycle assez spécifique, le cycle de 2021, parce qu'en fait, c'était un double top, ce qu'on avait encore rarement eu, enfin même jamais eu, en fait, sur les cycles précédents. Euh, mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, en tant que tel, je ne suis pas convaincu que ce soit le top et je pense qu'il y a encore des très belles performances à venir. Peut-être maintenant que tu veux On va présenter. voir. Maintenant, oui, Ouais. exactement. Tu me donnes une transition parfaite. Euh, tac. Alors, et tout l'écran. Vas-y, go. Donc là, c'est plutôt une analyse on-chain qu'on va vous présenter pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'il y a derrière et puis pour Ouais. contrebalancer ce que j'ai pu vous présenter sur l'analyse technique. Et après, on verra ça parce que je viens de réaliser un truc. Vous me direz ce que vous en pensez si je l'oublie pas. Une petite théorie de derrière les fagots que je viens de réaliser en fait avec ce que tu as dit et à ce que j'ai présenté dimanche. Donc au final, l'histoire on-chain, parce que Enlève j'avais juste le truc marqué, masqué en bas là. là, celui-là, là. Non, juste en dessous, tu as arrêté le partage ou tu Ah as ouais, masqué. Voilà, nickel. Et je vais peut-être nous là c'est mettre en bon. full. Je vais peut-être nous mettre en Ouais, full. Voilà, ce nickel. serait peut-être pas mal. Ouais. Tu peux Donc ça, zoomer même c'était encore un peu moi. sur le graphique aussi si tu veux. Ouais, après c'est pas forcément, tu vois, c'est Ok. pour la correction. Nickel. Je vais zoomer à fond, comme ça vous le verrez bien. C'était pour faire notre propre rapport Glassnode, parce qu'il n'y avait pas encore, bon là, il est sorti, mais ça porte pas là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu, à travers cette correction de janvier, qui n'était pas forcément non plus inespérée, hein, comme on peut le voir. Cycle de 2017, donc deuxième cycle pour le Bitcoin. Bon, ben, 5 janvier 2017, on était rentré pour 2 semaines de correction. Le cycle de 2021, donc l'année finale du bull run, l'année post-halving, la dernière année du cycle de 4 ans où tu as les performances les plus importantes. À chaque fois, en janvier, il y a une correction de 2 semaines, donc janvier 8, et là, on a commencé quasiment jour pour jour, janvier 7 2025, une correction. Et au niveau des données, donc tu vois, 2017, le Bitcoin a baissé d'environ 32%, de 1185 à 800 $. En 2021, on a baissé de 33%, de 42 à 28. Et pour l'instant, en 2025, on a pris un peu plus de 15%, mais dans tous les cas, historiquement, on aurait pu aller retaper les 75-78 000 $ sans breaker ce qui se passe normalement dans un bull run. Hein. Donc bon, ça aurait pas été un scénario, et je pense que les gens auraient bien plus paniqué que ce qui s'est passé actuellement. Mais si on regarde historiquement, c'est pas quelque chose qui est complètement hors de propos. C'est arrivé exactement jour pour jour aux mêmes dates, sur des proportions similaires. Plus on avance, bien évidemment, plus on a de la volatilité peut-être qui baisse aussi. Donc il y a ça à tenir en compte. Et d'ailleurs, je vous annonce, tant qu'on y est dans les, dans les prévisions, qu'en février, et souvent fin février, il y a une correction sur les altes, parce qu'en fait, on va commencer à partir normalement pour la alt season, ça va pumper très fort, et à un moment, ça va corriger. Hein. De la même manière qu'on a vu une correction en fin d'année, attendez-vous à une correction sur les altes, et en général, ça arrive mi-février. Donc, tu as la correction de tout début janvier et la correction de fin février, début mars, à espérer si on suit les cycles précédents. Donc, ça, c'est juste pour mettre un peu de contexte sur la baisse. On m'entend toujours, je check, hein, Ouais, parce ouais, que c'est bon. Ouais, t'inquiète. juste au cas où, parce qu'il est arrivé des bricoles aussi. Et après, on va les regarder, notamment à travers cette correction et pourquoi, comme tu viens de le dire, on attend que la alt season devrait arriver et que c'est pas la fin du cycle, comme on l'a entendu les 2-3 dernières semaines. Et on va regarder pour cela les holders long terme, ceux qui ont du Bitcoin depuis, bon, ça dépend 6 mois, 1 an, voire plus, ce que font les gens qui sont là sur le court terme et ce que font les whales. Et là, on regarde la tendance. Donc là, c'est le supply, donc ce que détiennent en nombre de Bitcoin ceux qui sont là sur le long terme. Donc on voit qu'il est en train de baisser. La tendance générale, vous la voyez, hein, plus ça avance, plus on avance, plus le Bitcoin se concentre dans les mains de ceux qui sont là sur le long terme. Hein. Donc, parce que bon, c'est la courbe bleue, le supply qui augmente, qui baisse. Bon, la tendance générale, vous voyez très bien, c'est à l'augmentation. Et après, bon, je ne sais pas si Martha est là, parce on en a pas mal parlé en live le dimanche dernier. Au final, ce qu'on observe en période de bull run, c'est des long-term holders qui vendent leur Bitcoin, donc qui prennent des profits petit à petit, petit à petit, petit à petit,
Et alors, il y a toujours un petit décalage, c'est quasiment simultané, mais ça peut continuer les ventes un peu après. Mais on se rend compte que, et ça c'est arrivé en 2014, en 2017, en 2021, donc ça fait déjà 3 cycles que c'est arrivé, quand le supply commence à remonter, en fait, c'est que le bull run est fini. Parce que les long-term holders, ils prennent des bénéfices, donc ils vendent leur Bitcoin à des gens qui sont les nouveaux entrants. Et à un moment, vous voyez que ça correspond un peu au pic. Alors, bon, on a regardé, c'est pas exactement jour pour jour, mais dans tous les cas, dès que tu commences à avoir une réversale de trend, donc une tendance qui s'inverse, et que les long-term holders, donc ceux qui sont là sur le long terme, commencent à réaccumuler du Bitcoin, en général, c'est que le bull run est fini et on attaque le bear market avec une accumulation qui continue jusqu'au prochain bull run où là, ils commencent plutôt à prendre des profits. Et là, pour l'instant, vous voyez la gueule du graphique. On est clairement pas sur une trend de reversal. On n'a pas vu du bleu qui commence à remonter ici. On est toujours sur des ventes petit à petit de ceux qui ont du Bitcoin sur le long terme. Donc, c'est un des premiers éléments qui fait dire que, premièrement, on suit à peu près les cycles précédents et le cycle n'est pas fini parce que les long-term holders, donc les gens qui sont là sur le long terme, qui comprennent les cycles et qui ont plus tendance à comprendre le Bitcoin quand même, n'ont pas commencé à réaccumuler et sont toujours dans une phase de profit. Donc ça, c'est quand même assez éloquent en lui-même le graphique. Donc ça pour les long-term holders. Ensuite, on va voir les petits nouveaux, hein, ceux qui sont là sur le court terme, qui sont rentrés au niveau des ATH dernièrement. On avait un SOPR, donc alors spend, output, profit ratio, donc tout simplement, c'est est-ce qu'ils vendent à perte ou est-ce qu'ils font des bénéfices, hein, c'est SOPR, donc ils vont regarder à quel prix ils vendent leur Bitcoin versus le prix où ils l'ont acheté. Donc forcément, s'ils vendent à profit, tu es au-dessus de 1. S'ils vendent à perte, tu es en dessous de 1. Hein. C'est la division simple. Et là, on se rend compte qu'on est arrivé dernièrement, début janvier, sur un SOPR négatif, donc de 987. Donc, au final, ils étaient sur des pertes. Donc, ceux qui sont rentrés en fin d'année sur les 108 000, voilà, qui sont attirés par les bougies vertes, ils sont en perte, là, actuellement, donc en perte réelle. Et regardez, encore une fois, historiquement, ce qui se passe quand on atteint ces zones critiques, hein, ces zones rouges, où on est en dessous de 1. Donc, ceux qui sont rentrés sur le court terme se sont fait rincer. Ils en ont marre. Ils ont vu des bougies vertes. Ils ont dit la crypto, c'est de la merde. Et en général, juste après, tu as un rallye haussier. Et c'est arrivé sur là, on a l'historique sur 2 ans. 1, 2, 3, 4. Avec le dernier où c'était sur la correction de mi-cycle. Et à chaque fois, ça loupe pas. Dès que les gens capitulent, les derniers entrants sont fait rincer, sortent du marché. En partie, vendent pour les gros acteurs et les whales, parce qu'on va le voir juste maintenant. Quand tu repasses en dessous, en général, il y a une période de hausse, donc ça fait un deuxième élément qui vient confirmer ça. Et ensuite, dernier élément, on a les changements sur les gros portefeuilles, donc ceux qui ont entre 1 et 10K en balance. On se rend compte qu'on est encore sur une accumulation. Et là, on a des phases, au final, où quand ils vendent, c'est plutôt, voilà, ils prennent des profits, mais quand ils achètent, c'est qu'ils attendent potentiellement une augmentation future. Et là, on est très clairement sur une période de réaccumulation. Donc, c'est intéressant de regarder que sur début janvier, là où les nouveaux entrants, leur SOPR, il est négatif. Hein. Donc, du coup, ils sont rentrés dernièrement. Ils ont acheté ça, hein, ce bac des whales et des long-term holders qui leur ont vendu de manière... Voilà, ils étaient très contents de leur vendre. Ils les ont achetés. Ils se sont fait rincer par la correction. Ils ont vendu en perte. Et les large holders, les whales, ont commencé à réaccumuler, à racheter leur bac qui leur avait vendu 10 ou 15K au-dessus quelques semaines auparavant. Et donc, enfin, ces 3 éléments, moi, ça me fait dire qu'on est... premièrement, on suit à peu près les cycles précédents. Et surtout, on attend des montées similaires. Donc, c'était un peu, tu vois, l'analyse on-chain de pourquoi le Bitcoin, enfin le Bitcoin, oui, déjà, et le bull run n'est pas mort. Quand tu regardes un peu ça, ça donne une idée, mais forcément, si tu es dans cette catégorie, que tu es rentré sur le court terme, tu n'as pas forcément ce recul par rapport à tout ça. Mais sachez que les long-term holders et les whales, ils sont confiants dans la suite du cycle. Ouais, mais c'est ce que je disais. J'avais présenté d'autres indicateurs on-chain, moi, sur les lives précédents, et c'était exactement la même chose. En fait,
ce que tu as présenté là, en fait, tu te rends compte que ceux qui se font rincer sont les retail et ceux qui sont arrivés sur le court terme. Les long-term holders et les baleines en ont profité pendant ces périodes-là, pendant que ceux qui sont rentrés tôt vendaient à perte pour en accumuler. Le, la quantité aussi d'actifs sur les exchanges, mais on en a parlé du BTC, mais sur l'Ether, c'est exactement pareil. On arrive sur des all-time lows presque sur la plupart de Ouais. ces actifs, mais sur les 7 années précédentes. Donc, on est quand même sur des niveaux historiques où il y a très peu d'actifs disponibles en fait à la vente. Euh, les short-term holders, ils se font éclater et ils n'ont pas l'habitude. C'est tous ceux qui commencent à arriver sur le cycle. Il faut molles les tops, il faut molles les bougies vertes et au moment où il y a une correction, c'est bon, c'est la fin, ils vendent. Donc ça, en soi, c'est plutôt positif pour ceux qui comprennent les cycles et comment ça fonctionne. Et puis ensuite, vous avez d'autres catalyseurs qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur de dire que c'est une, une arrivée de bear market, quoi. L'Ether est encore à 40% en dessous de son ATH. On est sur une consolidation. La plupart des autres indicateurs on-chain, vous pourrez prendre le multiple de Puel, vous pouvez prendre plein d'autres, le MVRVZ score ou ce que vous voulez. Il n'y en a aucun qui est venu taper les bornes hautes On est au milieu. On est à la voilà, moitié à peu près, on est au surtout. milieu. Mais même le RSI, vous pouvez vous amuser à regarder. Le RSI, quand il est au-dessus de 90 en monthly sur le Bitcoin, souvent, c'est que vous êtes sur un top 2 cycle. Là, on n'y était pas du tout, quoi. Il y a tous les Ouais. indicateurs aujourd'hui que vous prenez, des indicateurs macro, des indicateurs empiriques, les indicateurs techniques, on-chain, fondamentaux, ce que vous voulez. Nous, on en étudie, on en suit à peu près une soixantaine aujourd'hui. Il y en a presque 95% aujourd'hui qui nous disent que c'est une correction de demi-cycle, quoi. Donc après, bon, Ouais. voilà. Vous ferez chacun votre propre idée sur le sujet, mais je pense que comme d'habitude, c'est toujours pareil. Euh, on en a certains qui peuvent être assez vindicatifs sur Twitter, dans les commentaires ou même sur YouTube. Et c'est souvent des personnes qui n'ont pas d'expérience, qui ont investi mal, qui ont souvent un petit bag et puis qui se sont fait rincer. En fait. Donc, Mais surtout, montrez-nous, surtout, n'hésitez pas à partager des données factuelles, des ouais. analyses on-chain, des choses qui vous font dire pourquoi vous pensez que c'est fini et pas un tweet d'un mec random qui dit c'est fini les gars, pliez tout, c'est tout rouge, babolos quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui te fait penser à pas voilà, quelles sont tes raisons pour penser ça? Mm. Et après, du coup, je partage toujours là parce que je vois pas du coup. Ouais, je l'ai remis en full, mais attends, je vais te remettre. Tac, c'est bon. Ouais. Parce que du coup, pour venir compléter un peu, donc ça c'est quelque chose que je présentais dimanche aussi, et on en avait parlé vendredi dernier, donc ça faisait partie des news, les famosos 6,5 milliards de Bitcoin, est-ce que ça pourrait cracher le prix? Donc c'est les États-Unis qui ont été autorisés à vendre une partie de leur Bitcoin, donc je ne sais pas s'ils ont commencé à les vendre, mais en tous les cas, la nouvelle, vendredi dernier, quand on en a parlé justement dans le live sur Token Invader, c'était que le département de justice des États-Unis avait été autorisé à vendre pour 6,5 milliards de Bitcoin, donc un peu avant l'investiture de Trump. Et est-ce que ça allait cracher le prix? Est-ce qu'on allait partir sur des choses comme ça? Et moi, après, j'ai été chercher un peu des données par rapport à tout ça, regarder ce qui s'est passé. Et ça m'a fait penser à une autre théorie, c'est-à-dire que la décision de justice, donc vraiment la décision de l'autorisation de la Cour de dire « Ok, vous allez pouvoir le vendre », elle a été rendue le 30 décembre. Mais la nouvelle, donc nous, quand on en a parlé, c'était vendredi 10, elle a été rendue publique réellement que le 9 janvier. Et qu'est-ce qu'on se rend compte au final? Que la décision, le 30, le Bitcoin a pris quasiment, voilà, je ne sais pas si c'est 10K, mais en tous les cas, il s'est passé une augmentation assez importante. On a retapé les 102 000. Et au niveau, et après, on a pris une correction de plus de 6K. Et le jour de la news, on a baissé que de 800 $, alors qu'on venait de se prendre une correction assez importante. Donc au final, bon, à part cette news, bon, qu'on pourrait dire est-ce que ça crache le prix, ça pose quand même des questions du type, voilà, bon, le public en général, bon, nous on a su le 9 janvier que c'était le cas, il y a eu un petit FOMO, mais dans l'idée, à mon avis, et c'est ce qui s'est passé, il y en a qui ont eu accès à cette info de manière un peu privilégiée, hein, ce qui s'appelle insider, mais qui ont l'info en priorité. Et c'est quand même curieux que tu vois, le jour de la décision, au lieu d'avoir un dump, si ça avait été le cas, où les gens, les insiders, les gros porteurs, pensaient réellement que ça allait cracher le prix, bon, ben ça, comme avec le Covid, hein, les sénateurs qui sortaient des réunions pour aller vendre leur stock parce qu'ils savaient très bien que ça allait tout écraser. Bon, dans ce cas-là, ils ont eu l'info. Il y a bien quelqu'un qui l'a acheté. Hein. On a vu que le retail, lors des derniers lives, n'était pas du tout là. Donc, il y a bien quelqu'un qui a pumpé le prix du Bitcoin. Et 3 jours avant
la news soit rendue publique, ben, ça a dumpé et le jour où le public s'est rendu compte ou a eu vent de l'info, au final, la correction a été minime. Donc, il y a bien eu un peu d'insider trading, à mon avis. Quelqu'un avait cette info. Et ça me fait dire aussi avec les changements qu'on va avoir, donc c'est plutôt positif dans l'écosystème crypto avec Trump qui va avoir une administration plutôt pro-crypto, qui va faire un conseil de crypto, qui va faire rentrer pas mal d'acteurs de l'industrie dans ce conseil. On a vu Charles Hoskinson, il me semble, le directeur de la SEC qui va être pro-crypto. Mais ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que toute l'industrie de crypto sera beaucoup plus au fait, beaucoup plus impliquée dans tout ce qui va avoir accès, tout ce qui va être lié plutôt aux décisions judiciaires, aux décisions réglementaires, et du coup, ils vont pouvoir front-run, nous, les shrimps, de manière comme jamais, en fait. Donc, pensez-y aussi que maintenant, on va avoir des news, mais qui très certainement vont être front-run par toute l'industrie crypto aux États-Unis et tous ceux qui sont dans les petits papiers un petit peu de cette nouvelle administration ou qui ont un accès privilégié aux nouvelles réglementations et tout. Bon, c'est bon. On se demandait si la réserve de Bitcoin sera pricée. Peut-être pas actuellement, mais sachez que si ça se décide réellement, nous serons les derniers informés. Alors déjà, en Europe, pourquoi pas, mais le retail, les gens lambda comme vous et moi, qui ne connaissent pas un sénateur, qui ne connaissent pas un membre du Congrès aux États-Unis, qui n'ont pas accès à une commission spéciale où les décisions sont prises à huis clos, on sera bien les derniers informés et peut-être que voilà, on verra un gros pump du Bitcoin et quelques jours après, on aura cette news qui va sortir. Mais ça, c'est quelque chose qui sera différent, à mon avis, des cycles précédents, où non seulement les instituts sont là, ils sont bien là, mais en plus, ça vient se rajouter à une administration aux États-Unis qui sera beaucoup plus pro-crypto, et donc forcément, ils seront beaucoup plus au fait de ce qui va se passer, avec un peu plus de connivence, un peu plus, voilà, ce qui est normal aussi, et pas, on était un peu à l'inverse avec la SEC qui attaquait de manière un peu arbitraire, là maintenant, ils seront impliqués directement dans les prises de décision, donc il y aura un pricing des news. Et nous, en fait, tu couriras derrière parce que tu sauras pas ce qui se passe, pourquoi ça pump. Et magie, il y aura une super news. Il va se passer ça et le prix, en fait, ça sera déjà pricé parce que les gros acteurs auront eu la news avant toi. Donc c'est ma petite réflexion je vais arrêter de partager tac, c'est bon. De comment ça va se passer maintenant parce qu'au final, jusqu'à présent, on l'avait pas. Mais pensez-y quand même, tu vois, je viens de le capter avec ça, tu vois, cette news où on a eu les 6,5. Bon, au final, tu vois, il y a quelqu'un qui a fait pump le prix, qui a dump après et le jour en soi, il s'est rien passé. Pensez qu'en fait, pour toutes les bonnes nouvelles ou les mauvaises, potentiellement, maintenant, on aura de plus en plus d'acteurs et de gros acteurs informés. Donc, on va se faire front-run par la gauche, par la droite. Et toi, tu vas être là, putain, ça Ah ouais, non, mais ça baisse, clairement, qu'est-ce tu seras le dadon de la farce. Voilà, donc pensez-y aussi. Et c'est pour ça qu'on dit chaque cycle, c'est de plus en plus compliqué pour les retail parce qu'avant, en 2017, tu avais compris un peu les cycles. Il y avait très peu de projets. Bon, t'achetais à peu près n'importe quoi, ça pumpait en all season. Bon, le cycle dernier, c'était un peu moins facile, mais il y avait quand même des conditions économiques favorables. Il n'y avait pas encore les instits. Ce cycle-là, il y a les instits. Bon, au niveau monétaire, c'est pas exactement les mêmes conditions. Il y a beaucoup plus de projets. Et plus ça va avancer, plus ça va être compliqué pour le retail lambda de faire son petit billet, quoi. Donc ça sera toujours possible, mais maintenant tu joues avec des gens qui ont accès directement aux informations de ce qui va sortir comme réglementation. Donc forcément, toi en France, derrière ton bureau, à essayer de choper de l'alpha sur Twitter, c'est clair, t'es un peu en retard. T'es un peu loin du game, quoi. Donc tu vas avoir les news, hein. Mais ceux qui auront fait le plus gros du beurre, il sera déjà fait, quoi. Toi, tu auras des petites miettes. Bon. C'est déjà mieux que rien. Tu feras un petit billet plus que sur ton livret A. Mais dans l'idée, c'est pas toi qui va profiter le plus de tout ça, quoi. Et puis, tac. Attends, je crois que tu es toujours en train de présenter le truc à l'écran. Regarde, c'est toujours sur le partage. Ouais, c'est bon, nickel, tu l'as enlevé. Tiens, il y a Jay qui dit « Merci Théo, t'es rassurant. » C'est pas forcément, mais pensez-y parce que y a le fait que l'administration soit pro-crypto, il va y avoir très certainement beaucoup d'avantages, mais il y aura aussi des inconvénients, hein, on est d'accord, et c'est jamais tout blanc, tout noir. Donc, est-ce que ça vous paraît raisonnable de penser qu'il y aura des fuites d'informations comme ça a toujours été le cas sur les stocks, les choses comme ça? Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était aux États-Unis, les sénateurs qui, au début de la crise sanitaire, ou quelques jours avant le confinement, les mecs, ils sortaient des meetings, ils appelaient leurs brokers, vendaient tout parce que ça va dumper sérieux, les gars. Donc, voilà. Non, mais de l'inside trading, de toute façon, ça a toujours existé en crypto. Ça fait des années que ça existe aussi, il faut pas se leurrer. Hein. Tous les gros pump and dump qu'on a connus, ceux qui achètent avant d'en savoir, avant que la news soit mise publique. Enfin,
Il y a eu même des cas, même sur Binance, faut pas déconner. Tu as des mecs qui te disent mon petit doigt me dit que le prochain listing sur Binance, ça sera un coin IA. Et comme par hasard, tu vois que le truc, il est listé, un coin qui avait 25 millions de market cap. Tu vois, tu regardes les adresses qui ont acheté, genre juste avant la news, tu as un gros achat. Au moment où la news elle passe, il y a une grosse vente. Tu fais, mec. Et ça, mec, c'est un truc de fou. On le sait. Tu vois, sur Coinbase, on le sait. Ceux qui bossent dans ces grandes boîtes, il y a de l'inside trading de dingue. Il y a des connivences énormes. Et là, en plus, ça va s'ajouter d'un point de vue politique maintenant. Donc, voilà, faut pas se leurrer. C'est sûr que de penser qu'on aura des alphas par rapport à Trump, par exemple, sur Twitter, bon, je pense que il faudra rester encore plus humble dans les prochaines années. Et après, rester modeste. Ouais, rester modeste. Ouais. Et après, ce que dit Romain, il dit ne vous inquiétez pas, les experts BFM TV, que les professeurs en Bitcoin nous tiendront informés, Bitcoin. Clairement. Il y en aura de plus en plus. Mais c'est marrant, il y en avait un la dernière fois sur YouTube, un vieux de la vieille, là, je ne sais plus qui c'était, il ne connaissait rien en crypto, et le mec, au lieu de dire Bitcoin, il disait le Bitcorn. Ça me faisait rire. Ouais, surtout, là, alors là, attention, parce que là, on arrive sur autre chose encore. Là, quand tu arrives sur les experts de BFM, si tu es un mec qui suit à peu près la crypto, tu aurais eu les infos avant eux, parce que eux, ça va être du réactif. C'est-à-dire, ils vont voir une news, un truc qui va pumper, ils vont se dire, putain, il faut qu'on fasse une émission. Il faut qu'on invite un pélo, qui sait qui s'y connaît, qui a l'air de s'y connaître un petit peu, on l'invite lui, le temps de booker la date, de l'inviter sur le plateau, qui part de la news. En fait, bon, ça fait une semaine que les mecs au State, ils sont au courant. 3 jours que les mecs sur crypto Twitter, ils sont au courant. 2 jours, 1 jour et demi que les mecs sur YouTube ont commencé à en parler. Et quand tu as la news sur BFM, tu arrives vraiment en 4e, 5e wave. Enfin, tu es le dernier à être informé, quoi. Donc, évitez de prendre vos infos là, quoi. C'est clair. Et après, il y en a qui disent, comme Panta, là, c'est pas interdit tout ça, délit d'initié, non? Alors oui, si, c'est interdit. Mais il y a plein de choses qui sont interdites et que les gens font quand même, hein, tu sais. C'est ça. Je t'invite à regarder, par exemple, comment Nancy Pelosi aux États-Unis a fait sa thune aujourd'hui. Voilà. Regarde bien. Regarde son parcours. Cette femme. Surtout, tu vas expliquer. Regarde son portfolio tracking history. Donc, en fait, elle arrive à faire que des winners. Elle chope que des 200-300% des stocks pharmaceutiques. Elle en achète une pleine brouette. 3 jours après, tu te rends compte que son mari, qui a des participations au board, bon, ils sont arrivés à un contrat exclusif avec l'État pour 4 milliards de dollars. Et ça, pour 10-15 ans, elle touche 700 millions de dollars par an de salaire de sénatrice et elle a un portefeuille à 300-400 millions. Donc, c'est la meilleure. C'est un portefeuille de malade. Donc, je ne sais pas comment, avec son salaire annuel ou mensuel, qui est déjà conséquent, bon, certes, mais elle arrive à faire des performances plus que Warren Buffett dans le marché des actions, alors que visiblement, ce n'est pas son métier quand même. Donc, elle est très performante, c'est une génie, voilà. Soit elle a accès à des informations qui sont que tout le monde n'a pas. Et donc, oui, effectivement, c'est interdit, mais on sait très bien que ça se passe, et dans le monde traditionnel comme dans la crypto, au final. Et pose-toi la question, si tu avais accès à une information où tu dis, ben là, tu vois, en 24 heures, j'ai l'option de faire 10-15 millions de dollars, parce que je sais que ça va pumper, parce qu'il va y avoir une super news. J'ai l'info, j'ai la possibilité de l'acheter, j'ai les connaissances. Bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, tu te dis peut-être je vais en profiter. Peut-être mettre ma main dans le pot de confiture, c'est ce que je veux dire. Donc bon, oui, on sait que c'est interdit, mais dès qu'il y a de l'argent à faire, bon, sur le lot, il y a quand même... Il y a des gens qui le font, donc oui, c'est interdit, mais bon, comme plein de trucs qui permettent de faire de l'argent et que les gens font quand même parce que ça permet de faire de l'argent. Donc... Et comme Van der Leyen, là, c'est Pierre qui disait Van der Leyen, et puis Panta qui dit alors, foutons la paix Elon Musk pour les tweets sur le Dogecoin. Oui, voilà, en fait. T'essaies d'en profiter comme tu peux, mais c'est toujours pareil, c'est une cascade, en fait. Toi qui as l'info sur Twitter d'un truc qui va se passer, t'es le dernier à voir la news, en fait. T'en auras là, maintenant, qui vont commencer à voir les trucs un peu en avant-première, mais c'est pas que nouveau à la crypto, faut pas se leurrer. Il y avait même à un moment donné des insiders sur des plateformes d'échange centralisées qui, on l'avait dit, qui snipaient les stop-loss. Ils savent exactement où est-ce que sont les stop-loss sur les plateformes d'échange. Ils vont aller les sniper pour sortir les gens là-dessus et puis liquider les gens. Puis après, pour pouvoir repartir beaucoup plus haut, on le sait que ça existe, ça a toujours existé. D'où l'intérêt, comme dit Martin, de holder sur le long terme, de pas forcément faire du trading comme ça parce que vous jouez contre des gros et des personnes qui jouent pas du tout sur les mêmes armes que vous, qui n'ont pas du tout les mêmes capitaux et les mêmes expériences que vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire d'argent, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous amuser ou ce que vous voulez. Mais je peux vous assurer que ceux, par exemple, chez BlackRock, ils ne sont pas sur TradingView à regarder s'il y a des bull flags ou des bear flags. Ce n'est pas du tout leur manière de fonctionner. Voilà. Donc, bref.
La plupart des Comme ça retailers va ont dit parce pendant qu'au leur final, oui, mais et surtout qu'ils essaient de timer le marché en se disant, putain, là, ça va peut-être encore baisser. Juste avant que ça remonte, je vais acheter. Avec ce qu'on vient de dire, vous avez bien compris que vous n'aurez pas la news. Donc, en fait, si t'es pas dans le marché, si t'es sideline, si t'as tu te fais aucun bag, éclater. t'attends de rentrer. Bon, au final, la crypto, on en avait parlé. Alors, je sais pas si sur le dernier live ou avant, mais des périodes où ça monte, il n'y en a pas tant que ça. Tu vois, c'est quelques mois sur 4 ans où tu prends le plus gros dégât. En fait, tu vas C'est voir quelques pendant jours. deux, Non, mais c'est trois. quelques jours. T'as par exemple C'est quelques jours. 2017. Oui, mais 2017, t'enlèves les 10 jours les plus performants. T'en as certains qui se retrouvent en négatif. Tu pouvais être à 1500% de rendement sur une année. Tu passes à 50%. Donc, suffit que tu oui, l'aies mal acheté, t'enlèves les 10 jours les plus importants. Tu te retrouves en négatif. Suffit que tu n'aies pas très bien acheté. Et ceux qui font du trading, la probabilité que vous soyez sorti du marché au moment où il y a la news ou que vous rachetiez plus haut pour vendre plus bas, etc., elle est hyper élevée. Donc, surtout en plus, si vous mettez les effets de levier, bon, voilà. On revient toujours dessus, hein, mais c'est comme la news que j'ai pris la dernière fois sur les mêmes coins. Il y a un article qui disait que 99,8% de ceux qui avaient investi sur Pump Fun n'avaient pas réussi à sécuriser des plus-values de plus de 10 000 10 dollars. 000. 10 000. Et c'est sécuriser des plus-values de plus de 10 000 dollars. Et quand bien même vous auriez sécurisé des plus-values de 10 000 dollars, la probabilité que vous les reperdiez après parce que vous pensez que vous êtes un génie de la finance et que vous avez réussi à investir sur une pauvre saloperie, sur Pump Fun, et que vous reperdiez tout, que vous faites rug pull la fois d'après, elle est quand même hyper élevée. Et c'est pour ça que moi je vous disais, il y avait beaucoup qui faisaient les fanfarons là pendant ce cycle en disant je fais de l'argent, je fais de l'argent, je fais de l'argent sur les mêmes coins. Vous verrez à la fin du cycle, on fera le bilan. Vous pouviez faire des plus-values à un moment donné. Si vous n'avez pas capitalisé sur ça et que vous n'avez pas compris que c'était plutôt de la chance et pas votre aptitude et votre capacité à trouver les meilleurs projets et d'être un génie sur Pump Fun, vous allez vous retrouver avec des moins-values en fin de cycle, quand bien même vous auriez été à un moment donné sur des plus-values super importantes. Et ça, je peux vous assurer que par expérience, c'est des choses qu'on a vues des milliers de fois et qu'on continuera de voir. Donc voilà, les chiffres à chaque fois parlent d'eux-mêmes.